Bon, Romain, Eh oui, tu es streamer sur la chaîne Le Flow de l'Histoire. Je vous encourage, tous ceux de chez moi, à aller le voir. Vous bah, avez la pareillement, allez voir possibilité, Benzen, les amis. Allez voir vous avez la Benzen, notre ami. possibilité d'avoir sa chaîne avec le point d'exclamation Flow dans le chat. Le but de cette émission ce soir, c'est de répondre à une question d'Arcator sur qu'est-ce qui se passait avant qu'on consomme de manière intensive la farine et la pomme de terre. Donc, ça va être une question un peu en deux temps, parce que la consommation de farine n'a pas commencé en même temps que la consommation de pommes de terre. Et c'est une question qui est mondiale, qui a des problématiques mondiales qu'on va essayer d'aborder, mais en 1 heure et demie, ça va être chaud. Et donc, Ouais. Romain va venir nous renseigner sur la partie historique, et moi, je vais essayer de vous renseigner sur la partie chimie, nutrition, pourquoi est-ce qu'on mange, en fait. Et C'est Romain bien de nous manger. renseignera sur pourquoi on mange de la farine et des patates. C'est bien. Bon, pour commencer, pour manger, c'est bien déjà. Après, qu'est-ce qu'on mange? Et bah, qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on mange Je sais pas si on commence direct, mais On me attends. dit qu'on pouvait pas manger avant la patate. Non, avant la patate, on mangeait pas. On mangeait Avant la pas. patate, on ne Il mangeait y avait pas pas. de nourriture. Non, non, bah, c'est bien Les connu Belges, ils pouvaient pas que. manger, du coup, hein. Bah non, non, non. Et donc, en fait, manger, être capable de manger quelque chose, c'est important pour tous les animaux parce que. Merci beaucoup, Epilogis. Merci beaucoup. Euh, on mangeait parce que bah, tous les animaux mangent, parce qu'on doit consommer des protéines, des nutriments, des acides aminés, parce que je vous rappelle que pour la production de matière dans notre corps, donc de protéines, de molécules particulières, il faut de la matière première, il faut des atomes, des éléments qui permettent de faire ces associations, de faire des protéines. Et pour faire des protéines, il faut des acides aminés. Et notre corps a les moyens de produire une partie de ces acides aminés. On a des réactions à partir de sucre, on a des réactions chimiques de métabolisme qui permettent la production d'acides aminés, mais pas tous. Il y a des acides aminés que on n'est pas tout à fait, on peut les produire, mais on les produit pas en assez grande quantité pour répondre aux besoins du corps. Et donc, on a besoin d'apporter ces acides aminés à partir de la consommation d'éléments extérieurs. Et donc, je t'en prie. Et donc, on va se nourrir de légumes, de végétaux pour certains acides aminés plus végétaux, et on va se nourrir de viande pour obtenir des protéines particulières dont on a besoin pour fournir ces briques élémentaires qui vont permettre d'être réutilisées. Quand on reçoit, en cadeau une construction Lego, il y a assez de pièces pour faire la construction. Si on veut pouvoir l'agrandir, on va être obligé de récupérer des pièces à l'extérieur. Et donc, on va devoir péter d'autres constructions Lego pour pouvoir améliorer la construction qu'on veut faire. Bah, nous, notre corps, c'est pareil. On a notre construction, on a nos briques. Et pour pouvoir construire ce chef-d'œuvre Lego, ce chef-d'œuvre chimique qu'on est, on va avoir besoin de pièces qui viennent d'autres constructions, tout aussi stylées, mais qu'il va falloir consommer pour pouvoir récupérer les briques, pour pouvoir faire d'autres trucs. Et donc, la nourriture, la nutrition rentre là-dedans. Quand on dit qu'il nous faut des éléments carbonés, des protéines, des fibres, des trucs comme ça, il va falloir récupérer ça sur d'autres éléments qui viennent de l'extérieur. Et donc, ça va être de la viande, ça va être des fibres végétales, des fibres animales, des protéines animales, des protéines végétales, etc., etc. Et bonsoir à tous dans le chat. Et donc, cette histoire de la nutrition, c'est un peu une histoire de l'espèce humaine. Le but de l'humanité, ça a toujours été de pouvoir produire de la meilleure des manières une nourriture abondante et assez abondante, en tout cas, pour nourrir sa communauté. On a une Et là, question pour Romain, toi, Gaël, du coup. Pardon? On a une question pour toi, du coup. Et manger les Vas-y. Legos, ça marche pas. Manger les Legos, ça ne marche pas. Parce que notre estomac n'est pas calé pour découper les Legos. Si c'était le cas, on pourrait digérer le plastique et ce serait vachement stylé. Mais Parce du coup, qu'on aurait moins de problèmes de pollution plastique. qu'est-ce qui fait qu'on Mais, peut pas manger ce genre d'éléments, du coup? pardon? Qu'est-ce qui fait qu'on peut pas le digérer, le manger, ce genre d'éléments, Bah, tiens, en du coup? fait, les plastiques, alors là c'est une autre question, mais les plastiques c'est des polymères, c'est-à-dire c'est des enchaînements de maillons de chaînes qui se répètent, et donc les polyéthylènes, il y a plein de plastiques différents, mais le polystyrène, les
polyéthylène, etc. Ça va être des maillons qui vont s'emboîter les uns les autres. Et, les propriétés des plastiques, c'est d'être le plus solide possible. Et donc, c'est d'être le plus inerte aux réactions chimiques possible. Et donc, notre digestion n'est pas capable de découper ces maillons-là. Alors qu'on est capable de découper des grands maillons de sucre, d'amidon, par exemple, pour en récupérer les sucres, pour pouvoir fournir de l'énergie. La digestion de la patate, on va y venir. Et donc, c'est là que ça va être intéressant, c'est que on va avoir deux paramètres qu'on va essayer de suivre en parallèle. Et là, je suis en train de me rendre compte que je monopolise la parole, je m'en excuse, mais ne vous inquiétez pas. On va essayer de voir le côté chimique de la nutrition, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la pomme de terre est si intéressante en nutrition, pourquoi est-ce que la farine est si intéressante en nutrition, et l'aspect historique avec le fait de pouvoir nourrir des populations de plus en plus importantes. Et aujourd'hui, on a une mondialisation de l'agriculture avec des céréales qui viennent d'Ukraine ou du Moyen-Orient, et des pommes de terre qui viennent du monde entier, du riz asiatique, etc., etc. Donc, je pense qu'on peut commencer, Romain. Donc l'aspect, un point que je voulais dire aussi, c'est que donc la consommation de farine n'arrive pas en même temps que la consommation de pommes de terre. En tout cas, c'est beaucoup plus localisé à l'échelle mondiale. Et je te laisse enchaîner. Ouais, voilà. Puis du coup, en fait, on consomme de la farine depuis bien plus longtemps, du coup, ça se compte en millénaires par rapport à la patate. Mais pour parler de la patate, si on parle de nous en tant qu'Européens, si on fait une genèse européenne, et après je vais revenir sur l'origine vraiment de la patate, comment on l'a introduite en Europe, bah, c'est arrivé en premier temps vers les années 1600, dans notamment un livre de Olivier Serres qui s'appelle Le théâtre d'agriculture et ménage des champs, qui évoque en fait pour la première fois le nom de cartouffe. Cartouffe, donc c'était un nom qu'on utilisait avant pour la patate, qui a eu plusieurs noms avant de s'appeler pomme de terre et même patate dans la langue un petit peu plus familière. Donc c'est la version un peu francisée du mot Kartoffel. Alors je n'ai pas fait allemand LV2, donc je ne sais pas trop quelle est la prononciation, mais ça s'écrit Kartoffel. La Kartoffelsalat. La Kartoffel, voilà, Kartoffel. Donc lui-même qui est dérivé de l'italien Tartufi. Et c'est seulement vers 1620 environ, 1620, 1140, 1150, que la patate est officiellement introduite en France. Mais même quand elle est introduite, bon, on n'a pas commencé à la manger. Mais je vais revenir un peu plus tard. Donc la pomme de terre, par exemple, elle est importée à partir du XVIe siècle et on pense qu'elle est arrivée avec les conquistadors espagnols. Ils sont arrivés dans leur shack, ils ont trouvé ça, les Incas, ils mangeaient ça. Et du coup, ils ont fait « Oh tiens, ça a l'air sympa, on va en importer en France. » Et du coup, on va essayer de la commercialiser et d'en vendre. Bon. Au début, ça n'a pas du tout pris parce que du coup, ça avait une mauvaise réputation, la patate. Du coup, parce qu'il y avait une sorte de hiérarchisation des aliments que je vais revenir juste après. Donc, aussi, la patate est arrivée comme les pâtes qui sont arrivées en France. Elles sont arrivées pour la petite anecdote, avec le mariage de Catherine de Médicis et Henri II, qui a introduit les pâtes en France. Avant ça, on ne mangeait pas non plus de pâtes. Donc, il n'y avait pas de pâtes, pas de patates. Mais alors, qu'est-ce qu'on mangeait ? C'est une bonne question, ça. Du coup, Excuse-moi, je t'interromps. Catherine de Médicis, originaire d'Italie ? Exactement. Donc, le fief des pâtes, encore aujourd'hui. Oui, après, ils ont fait venir de Chine. Ah. Elles sont arrivées par la route de la soie, les pâtes ? C'est les noodles, c'est les... C'est les petits noodles qui sont arrivés par la Chine, du coup, qui après qui sont arrivés en Italie, et après qui sont, du coup, qui sont arrivés en Europe. Parfait. Et ça, c'est encore une autre histoire, sinon on n'a pas fini si on parle de l'histoire des pâtes. C'était pour la petite anecdote, du coup, il y a Francis Drake qui a amené, Francis Drake qui est un corsaire pirate britannique, qui a emmené, du coup, les patates en Angleterre, et nous, c'est un petit peu les conquistadors espagnols qui les ont amenés en Espagne, puis après qui sont arrivés en France. Donc, notamment la pâte. On a un éminent patatologue, Parmentier. Parmentier, bah, je vais en parler juste après, justement, parce que c'est grâce à Parmentier que, du coup, que la patate est développée en France et en Europe. Et bonsoir, Joris, sur le chat. Bienvenue pour ta première fois sur le chat. J'espère que tu vas bien. On t'envoie des petits bateaux. On voit des petits bateaux quand il y a des gens qui arrivent sur le chat pour la première fois. Hop, voilà pour toi. On n'a pas de ça sur ma chaîne. Moi, j'ai pas ça. Ah, t'as pas ça. On voit les gens pour la première. Non, on voit rien. Je sais pas. Moi, j'en vois des choses. Moi, je suis bien. Ouais. Est-ce que c'est une bonne situation, ça, patatologue ? Patatologue, c'est une excellente situation. Bah, Parmentier, ça lui a réussi en tout cas. Voilà, on va dire Parmentier qui était un apothicaire, aujourd'hui on appelle ça un pharmacien. Ça lui a plutôt réussi, mais c'est parce qu'il avait Louis XVI dans sa manche. Ah. Et il y avait aussi une petite raison, ça s'appelait la famine.
Et du coup, bah, quand il y a famine, tu vois, on a parlé tout à l'heure que les humains ont besoin d'avoir des nutriments. Et quand il n'y a pas de nourriture, même s'il y a quelque chose qu'on n'aime pas du tout et qui a mauvaise réputation, bah, on va le manger quand même. Oh, merci pour le petit follow, du coup, petit follow, l'ami. Et ben, du coup, je te souhaite Arcator. Bienvenue à toi, mon ami. T'as un petit chapeau, du coup. Je te souhaite bienvenue à bord du Full Histoire, mon ami. Romain, il est beaucoup plus calé pour recevoir les gens quand il arrive sur la chaîne. Bah, bien sûr, on reçoit les gens. Enfin. Ouais, Et du non, coup, bravo. on, Parce que moi, et du coup, merci on peut beaucoup. envoyer des bateaux de plusieurs on envoie des bateaux de plusieurs couleurs, du coup. C'est vrai que normalement, ça se fait. Et voilà, t'as des bateaux de plusieurs couleurs. Donc, du coup, je me suis perdu. Donc, on va revenir un petit peu plus en arrière parce que du coup, la patate est arrivée chez nous aux alentours du XVIe siècle. Mais du coup, elle a été utilisée depuis bien plus longtemps en Amérique du Sud parce que les conquistadors, tout ça, Pizarro et tout ça, vous connaissez des mecs hyper sympas. Ils ont un petit peu éradiqué une population en Amérique du Sud. Hein. Bon, on aurait tiré d'autres mots aujourd'hui pour appeler ça, mais on va pas l'utiliser en live. Donc, la patate est apparue plutôt dans la Cordillère des Indes, dans le sud-ouest de la Cordillère des Indes, plus aux alentours du Pérou, du Chili et de la Bolivie. Oh là, mais bienvenue, merci Joris pour ton follow, bien sûr, pareil, coup du chapeau, bienvenue à toi mon ami, bienvenue à toi pour du fond de l'histoire. Capitaine te salue, Moussaillon. Du coup, oui, on avait Correa, donc Pérou, Bolivie, donc on pourrait revenir aussi à l'époque de Simon Bolivar, la Grande Bolivie, mais ça c'est encore une autre grande histoire de la fameuse épopée bolivarienne. Donc, ça s'appelait, à l'époque, ça avait un tout autre nom, un nom qui est assez famille, que vous connaissez tous, ça s'appelait Papa. Et ils appellent ça encore aujourd'hui dans les milieux les plus populaires chiliens, boliviens, péruviens, la papa. Donc c'est un peu mon père papa, c'est que je le traite de patate. Patate, voilà. Tu peux le traiter de patate. Là, on est il y a 8000 ans. Hein. On revient 8000 ans en arrière quand même. C'est à l'époque, c'était l'ancêtre en fait de la patate qu'on connaît aujourd'hui parce que, comme tu le sais si bien, tu sais encore mieux que moi du coup, la patate a un peu évolué comme chacun des éléments en fait. C'est plus, on cultive pas exactement les mêmes éléments. On cultive aujourd'hui, ça a été taillé, voilà. Ça a été calibré pour que ça apporte le plus grand rendement possible de nutriments, voilà. parce que c'est ce qu'on cultive. Et d'ailleurs, la plupart des plants qu'on cultive aujourd'hui, que ce soit les animaux ou les végétaux en agriculture, ne pourraient pas survivre dans la nature parce que ce sont des animaux et des végétaux dégénérés qu'on a sélectionnés et qu'on entretient pour apporter le plus gros rendement possible de consommation de nutriments. Ça, quand on parle à l'époque, il y avait une multiple variété d'un même aliment. Aujourd'hui, on a réduit drastiquement du coup pour que ça soit, comme tu le dis, les plus riches, les plus faciles et du coup le moins cher en fait, les plus rentables. En termes de nutriments, en termes chimiques et en termes financiers aussi. Aussi, parce que si avoir 15 000 variétés, bah, ça coûte cher. Alors qu'en fait, si tu devais, en plus même, on fait des trucs encore pires. On oblige les gens à racheter chaque année les semences du coup pour du coup replanter ça. Voilà, ça on est encore dans une autre dimension. Mais voilà. Donc sinon, ça environ il y a 8000 ans et ça fait seulement 2000 ans qu'on sait correctement la cultiver. La cultiver, la patate. Donc la patate, quand elle arrive en Espagne par nos amis conquistadors, elle se transforme en patata. La patata. Pour ceux qui ont vu certains films d'animation, ils pourraient avoir la référence. Ou sinon, c'était la batata, du coup, au Portugal, la potatis en Suède, la potato en Angleterre, la kartoffel en Allemagne, parce qu'ils ont toujours des noms différents. C'est des Allemands, on les connaît bien, nos amis allemands. Et du coup, en France, on la donne, du coup, d'abord, au cochon. Au cochon. On donne d'abord la patate au cochon, parce qu'on n'a pas commencé à la consommer, même si c'était la nourriture un petit peu traditionnelle des pays d'Amérique du Sud, et on n'avait pas vraiment confiance, en fait. Donc, les plus riches, déjà, ils vont pas la manger. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une hiérarchisation à cette époque de la nourriture. En fait, les riches mangeaient tout ce qui était plus proche du ciel, et les pauvres, en fait, mangeaient tout ce qui venait de la terre. Donc, c'est pour ça qu'ils mangeaient plutôt des volants, des faisans, des fruits, parce que les fruits sont dans les arbres, donc ils sont plus hauts. Alors que du coup, les pauvres mangeaient plus que de la betterave, des céréales et des choux, des choses qu'on pouvait cultiver, des racines. Ouais. Exactement. On a vu que la pomme de terre, ça se cultive, ça se met dans le sol. C'est un tubercule, c'est voilà. un bulbe. Les riches n'en mangent pas. C'est une racine au sol. Et vu que du coup, ça a mauvaise réputation, bah déjà, ils ne la mangent pas, ils ne savent pas la cuisiner. Parce qu'elle arrive, on fait c'est quoi cet aliment ? Bah, c'est nouveau, bah, qu'est-ce qu'on en fait ? Bah, on va donner aux cochons, et puis les cochons, ils vont la manger, c'est très bien, ça va faire de la nourriture en plus pour les cochons. Donc déjà, pas de cochon, pas de patates. Alors du coup, notre ami schizophrène, il doit être triste parce qu'on mange toujours pas de patates. Mais arrive un monsieur qu'on a mentionné tout à l'heure, un charmant monsieur, qui s'appelle Antoine Parmentier, que vous connaissez souvent, mais il est beaucoup plus célèbre que son fameux hachis Parmentier. Il a sorti la patate, en fait, du royaume. Il a dit, ça serait bien, il allait voir Louis XVI, il a dit, sire, ça serait bien, du coup, petite famine,
que du coup, on nourrisse le peuple. Ah oui, effectivement, là, on n'est pas bien là. On est aux alentours, on est avant 17, on est en 1786-85. Et on dit bon, petite révolution en marche. On n'a plus de nourriture, les récoltes ont été mauvaises. On a tout perdu. Enfin, on accuse même le roi de conserver le blé au château de Versailles. C'est pour ça que le château de Versailles après va être envahi parce qu'on pensait qu'il avait mis tout le blé du royaume dans le château de Versailles. Et ils vont se rendre compte que ah bah non, en fait, il n'y a pas de blé dans le château de Versailles. Il n'y a vraiment pas de blé partout. Donc, il dit, bon, la patate, ça serait une bonne idée pour nourrir le peuple. Mais comment on peut faire, du coup, pour que les gens mangent la patate? Comment on peut faire? Parce que bon, c'est un aliment du sol, les riches, ils vont pas en vivre parce que ça touche pas le ciel, c'est pas fou. Donc, du coup, ils vont avoir une bonne idée. Ils se sont dit, tiens, on va leur rappeler que c'est un truc qui est facile à cuisiner, que c'est nourrissant, que du coup, si le roi commence à en manger, bah, les gens vont en manger. Ils vont dire, bah, si le roi en mange, bah, tout le monde va en manger. Donc, on s'est dit, bon. Dirigé par l'exemple. Exactement, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler quand même que la patate est accusée de donner la lèpre, d'appauvrir les terrains, du coup de détruire les sols dans lesquels on l'a plantée. Je dis bon, c'est pas fou comme aliment quand même. Il y a mieux, quand même. Donc on va pas la manger. Donc en 1786, notre ami Parmentier, il a une superbe idée. Il s'est dit tiens, sire, on va aller planter ça dans un village. Donc ils sont allés au petit village de Neuilly. Neuilly sur la route de Versailles, qui est pas encore le grand Neuilly qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, ils sont allés dans le terrain des Sablons, pour ceux qui connaissent un petit peu du côté de Neuilly. Et en fait, ils se sont dit, tiens, on va planter en fait des racines de patates et on va les faire garder par la garde royale. Parce que comme ça, ils vont se dire, ah, meilleure assignation possible. Si gardé par la garde royale, c'est que ça coûte cher, c'est que c'est important. Du coup, il faut les voler. Et du coup, on a mis les gardes là, ils ont dit, on va mettre les gardes et on va leur donner comme ordre de ne pas traquer les voleurs et de ne pas s'opposer à eux. Donc ils sont là, mais bon, ils détournent le regard. Du coup, il y a un mec qui arrive. Bon, il fait comme si, oh bah non, je t'ai pas vu et tout. Vas-y, prends ton truc de patate. Et du coup, bon, les mecs arrivent, ils boulotent tous les trucs de patate. Et du coup, les mecs se disent, bah si c'est rare, c'est cher, on va commencer à le manger. Et du coup, le roi, en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Bah sa table royale, c'est des repas qui sont quand même publics. Et bah il met des patates à table et il mange lui-même des patates. Donc le roi mange des patates. C'est un aliment qui a l'air d'être cher. Du coup, qui a l'air d'être sécurisé. Par la garde royale. Gardé par la garde royale, du coup. Et ben, on va manger des patates. Donc, en fait, le 24 août de l'année suivante, du coup, en 1787, si mes calculs sont bons, c'est ça, c'est la veille de l'Ain Saint-Louis, il y a Parmentier qui offre un bouquet, en fait, de fleurs au roi et à la reine. Donc, les fameuses fleurs qui sont sorties des tubercules de patates. Il offre un bouquet de ces fleurs, du coup, au roi. Un bouquet de fleurs de patates? Exactement, au roi. C'est pas dingue, ça, quand même. Si, parce que c'est un. Il y a plus joli comme bouquet. Il y a plus joli, mais c'est intelligent. On rappelle, on est en une période de famine. Ouais, on a une période de famine. Et du coup, il y a une grande disette dans le peuple. Les récoltes sont extrêmement mauvaises. Il n'y a plus rien à manger. Donc, en fait, ce qui leur dit, en fait, Parmentier leur dit, si le 10e du territoire de la France est planté en pommes de terre, voilà du pain tout fait. Oui, il a pas tort dans ce sens-là. Voilà. Parce que ça va me permettre d'enchaîner. Mais la patate, pourquoi est-ce que c'est si utilisé pour la consommation humaine? C'est que au départ, il faut bien comprendre que les plantes produisent des fruits pour permettre au nouveau pied de la plante de pousser. Quand on a une pomme, la pomme qu'on mange, la partie sucrée, c'est juste de la ressource, de la matière première pour permettre aux graines de germer et de fournir un nouveau pommier. C'est le seul but de tout ça. Les fraises, il y a les akènes sur l'enveloppe de la fraise, c'est ces petits grains qui sont là. Ce sont ces graines qui vont permettre à la fraise de pousser à partir des nutriments fournis par le sucre qui est dans le fruit qu'on consomme nous. Et donc, la pomme de terre, il y a ce même schmilblick où la chair globale de la pomme de terre va permettre de fournir un nouveau pied à partir des yeux qu'on connaît si bien, où il y a des germes qui sortent des tubercules, comme on peut voir actuellement à l'écran. Il y a des petits, à partir des yeux des pommes de terre, on va avoir les racines qui vont commencer à sortir, qui vont permettre la pousse. Et donc, l'organisation à l'intérieur de la pomme de terre, on a une organisation assez classique, ou assez basique, où on va avoir une croûte à l'extérieur qui va s'appeler le cortex, qui va être un mélange de peau de pommes de terre qu'on pèle quand on les prépare, et les quelques premiers millimètres de la chair même de la pomme de terre. Et à l'intérieur de la pomme de terre, si vous la coupez en deux, vous pouvez le voir, une partie un peu plus claire au centre qui
qui s'écartent un peu comme des branches, qu'on va appeler la moelle. Et c'est à partir de cette moelle où il va y avoir des cellules souches qui vont permettre de fournir des racines qui vont apparaître, des germes en tout cas, qui vont apparaître à partir des yeux, qui vont traverser le cortex et sortir de la pomme de terre. Et donc, le reste de la pomme de terre, ça va être des nutriments, des sucres qui vont permettre à la pomme de terre de pousser et de germer. Et quand les racines vont se déployer à partir des yeux de la pomme de terre, elle va se flétrir parce qu'elle va consommer les nutriments. Et donc, quand elle devient un peu toute molle comme ça, elle se vide de ces nutriments qui vont apparaître ici. Et les sucres qui sont stockés dans la pomme de terre, c'est de l'amidon. Les chaînes d'amidon, c'est vraiment des glucoses, donc c'est le sucre qu'on connaît dans notre corps qui nous permet de vivre et tout. Et ce glucose, dans la pomme de terre en tout cas, va être aggloméré sous forme de longues chaînes protubéantes qui vont partir un peu dans toutes les directions. Et cet amidon va pouvoir se concentrer sous forme de petites billes de chaînes carbonées qui vont ressembler à ça. On en avait un peu observé au microscope, mais là, elles sont quand même beaucoup plus jolies avec un vrai microscope et une vraie définition. Et ces bulles d'amidon, ces chaînes d'amidon, vont être super utiles parce que, comme on le voit, ce sont des chaînes de glucose qu'il va falloir découper selon certains sens pour pouvoir fournir des sucres directement à l'organisme et donc à la plante qui vont pouvoir faire ça. Et donc, on a différents moyens de découper tous ces sucres. Il y a des enzymes qui existent dans les levures, dans les végétaux, dans les levures et dans les animaux, dans le contenu intestinal des animaux, qui vont permettre de découper ces sucres. En tout cas, pour les animaux qui sont capables de consommer des pommes de terre. Donc les cochons, par exemple, sont capables de manger un peu tout. Ils ont un contenu d'estomac qui est capable d'un peu tout découper. À l'inverse, les animaux carnivores, les vrais carnivores qui ne mangent que de la viande, eh ben, ils ne mangent que de la viande parce qu'il faut que ces longues chaînes de carbone, ces longues chaînes de sucre, pardon, soient déjà redécoupées et transformées en protéines. Et c'est pour ça que ces carnivores vont manger des protéines animales parce qu'il faut qu'il y ait eu une pré-transformation. Et c'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire aujourd'hui. Donc, les humains étant omnivores, on est capable de manger des végétaux et des animaux parce que notre contenu intestinal, notre système digestif, est capable de découper une grande variété de protéines, de sucres, de fibres pour fournir des nutriments au fonctionnement du métabolisme. Et un exemple très particulier dont on a déjà parlé sur la chaîne, c'est la bière, par exemple. La bière, c'est la transformation de l'amidon du houblon, qui est une céréale, par des levures de bière, Saccharomyces cerevisiae, c'est le nom latin de la levure de bière, parce qu'elle est capable à l'intérieur de la cellule de levure, il y a des enzymes qui sont capables de découper très précisément, selon certaines liaisons très particulières, l'amidon pour le transformer en sucre. Et ensuite, ces levures vont utiliser ce sucre pour produire de l'éthanol et survivre et se multiplier. Et le résultat de cette réaction chimique de consommation de l'amidon par les levures va donner de l'alcool et du CO2. C'est pour ça que le cidre, c'est pétillant, le champagne, c'est pétillant, la bière, c'est pétillant. On a l'apparition de CO2 dans beaucoup de ces levures. Et pour le vin, c'est un peu différent parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes levures qui sont utilisées, mais il va y avoir une production de CO2 qu'il va falloir dégazer à un moment, sinon on se retrouve avec des vins pétillants comme le champagne, les créments, c'est tous ces vins un peu pétillants qu'on connaît. Et cet amidon, c'est vraiment, comment dire, ça, on pourrait le rapprocher du pétrole qu'on utilise pour de l'énergie. C'est vraiment une grande quantité de molécules très énergétiques qui sont stockées de manière naturelle dans des ressources compactes. Et ensuite, il faut être capable de différencier ce pétrole et ces ressources, et donc cet amidon, pour pouvoir l'utiliser le plus efficacement possible. Et donc, nous, on a développé des manières de distiller le pétrole en fonction des tailles des molécules pour obtenir différents types de matériel énergétique. Donc, ça peut être de l'essence, du gasoil, du kérosène ou alors du fioul.
on a différents types en fonction de la distillation du pétrole. Pour l'amidon, c'est pareil. Il faut avoir les instruments qui permettent de découper cet amidon pour le rendre utilisable. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir quand on dit qu'il ne faut pas réchauffer des pommes de terre ou qu'il ne faut pas cuire des pommes de terre qui ont déjà été cuites. Il ne faut pas les faire réchauffer au micro-ondes, par exemple. Parce que le fait de les avoir cuites, il va y avoir des réactions qui vont intervenir, dont on va pouvoir parler, qui vont être une série de réactions qu'on va appeler les réactions de Maillard, qui est un chercheur français qui a fait beaucoup de recherches au tout début de la science qu'on a appelée la nutrition. C'est Maillard qui a fait beaucoup de réactions pour comprendre comment ça fonctionnait, comment est-ce que notre métabolisme pouvait digérer tout ça. Et les réactions de Maillard, c'est toutes les réactions qu'on utilise tous les jours quand on fait de la cuisson, quand on voit que quelque chose brunit. Le pain qui brunit, les pommes de terre qui grillent, tout ça, ça rentre dans ces réactions de Maillard. Et ce qui se passe, c'est que les protéines et les sucres vont pouvoir se réagencer. Et le chauffage fait que beaucoup de ces sucres et beaucoup de ces protéines vont se découper. Et donc, ça va les rendre plus assimilables par le corps humain. C'est aussi pour ça qu'on ne mange pas des pommes de terre crues. Parce que cru, l'amidon, ça va être une longue chaîne que le corps ne va pas trop savoir quoi faire avec ça. Alors que quand on les cuit, la chair de la patate va être rendue plus molle parce qu'il va y avoir des réactions de Maillard qui vont faire que les chaînes d'amidon à l'intérieur vont se casser, vont se fragmenter, se réorganiser avec les protéines qui sont contenues dans la pomme de terre, les protéines végétales. Et on va avoir des réactions de Maillard avec des frites qui brunissent, avec de la patate qui sera mollie, et on peut la cuisiner et la digérer beaucoup mieux. Or, si elle est déjà cuite et qu'on la réchauffe avec le micro-ondes, on va pouvoir avoir d'autres réorganisations qui vont intervenir sous l'effet de la chaleur parce que la patate va être réchauffée. Et on peut former des molécules qui vont être plus dures à digérer parce que cette réorganisation va les rendre moins assimilables. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas réchauffer des pommes de terre. On peut les réchauffer, il n'y a aucun problème de santé, mais ça va être plus lourd à l'estomac parce que la réorganisation des molécules au moment du réchauffage va les rendre moins assimilables par le système digestif. Donc, on va moins bien les digérer, ça va peser sur l'estomac et on va en tirer moins de nutriments qu'au moment de la cuisson, la première cuisson, qui la rend comestible. Ça, c'était le point nutrition sur la nourriture. Ouais. Bah, je peux terminer ma petite histoire du coup du roi et de Parmentier. Bien sûr, vas-y. Pour revenir là-dessus. Donc, Parmentier, du coup, il a offert du coup une fleur de patate au roi Louis. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait, le roi Louis? Il s'est dit, tiens, ça a l'air sympa. Et en fait, Louis, du coup, il s'est mis à porter en fait des fleurs de patate à sa boutonnière. Il s'est mis à porter, le roi Louis XVI s'est mis à porter des fleurs de patate à sa boutonnière. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi qui porte des fleurs de patate à sa boutonnière. Eh bien, en fait, et oui, en fait, tous les courtisans, du coup, voulaient leur boutonnière avec des fleurs de patate. Et ils étaient prêts à payer 10 louis pour une seule fleur. C'est une vraie fortune. Hein. 10 louis, c'est énormément de fortune. Je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est extrêmement, extrêmement cher pour l'époque. Hein. 10 louis d'or, c'était les pièces d'or. L'inflation de la famine. Voilà, c'était extrêmement cher pour juste une petite boutonnière en fleurs de patate. Donc, c'était un peu du grand n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est une expérience qui a fonctionné. Et du coup, ils ont fait une deuxième expérience du coup dans la plaine du village de Grenelle, là où il y a le Grenelle de l'environnement, par exemple, qui est connu pour ça. Et du coup, le 21 octobre 1787, on est en 87, aux Invalides, il organise un grand dîner pour lancer en fait ce nouveau légume dans toutes les tables de France. Parce qu'il n'a encore pas bonne réputation. Donc, grâce à Parmentier, grâce à cette expérience de Neuilly et celle de Grenelle, du coup, il y avait une floraison totale de patates et des gens avaient commencé à la prendre. Bah, ça a commencé à entrer dans les mœurs et on a commencé à la cuisiner à ce moment-là parce que Parmentier, il a donné des recettes, dont le célèbre hachis Parmentier, du coup, pour cuisiner cette patate. Il a donné plein d'autres recettes. Hein. Celle-là, c'est la plus célèbre qu'on connaît. Et du coup, pour la petite histoire, bah, la ville de Neuilly, maintenant, a en fait, dans la commune des Hauts-de-Seine, la Neuilly-sur-Seine, a du coup 3 fleurs de pommes de terre dans ses armes, sur ses armoiries. C'est assez incroyable. Et du coup, bah, quand elle a commencé, à ce moment-là, quand Parmentier, du coup, a lancé la patate, on appelait ça une parmentière. Bon, c'est pas resté très longtemps dans l'histoire et les annales, ça a vite changé de nom. Mais en tout cas, le premier nom qu'on a eu, nous, qui n'était pas dérivé du coup de patata, c'était Parmentière. D'accord.
Maintenant, Petite question. ouais. Tu disais qu'il y avait une vraie ségrégation dans la nourriture qu'on consommait. C'était les éléments du ciel et les éléments du sol pour les paysans et le ciel pour les nobles. Ouais. Est-ce que cette consommation de pommes de terre, elle a changé un peu les mœurs ou ça a favorisé. Enfin, est-ce que ça a été un élément qui a participé à la révolution ou c'est vraiment les impératifs économiques, les impératifs de nourriture qui ont fait qu'il fallait nourrir la population, donc on va faire fi de toutes ces coutumes. Comme j'ai dit, bon, la fameuse blague, du coup, il a fallu 2 ans, du coup, il a fallu 200 ans pour mettre la patate du coup dans les assiettes du monde. C'était un gros gâchis parmentier. Bon, ça, Pas mal, pas mal. Voilà, c'était un gros gâchis parmentier. Mais sinon, bah oui et non, parce que oui, ça a changé les mœurs, parce que du coup, comme dit, il y a une énorme famine, ils n'avaient plus à manger. On va dire, en fait, à cette époque-là, pour revenir, tu avais du coup une dichotomie entre les élites et la classe populaire. Et en fait, les élites, ils mangeaient tout ce qui était pain blanc, tout ce qui était vin, tout ce qui était faisan, tout ce qui était animaux, tout ce qui était fruits, alors que les pauvres, eux, étaient plutôt autour des céréales, le seigle, l'avoine, le pain, la bouillie, pâtes ou la soupe de légumes ou les féculents, le fromage. Ouais. Donc, ce qui fait que du coup, il y avait une pénurie des aliments que eux ils mangeaient, les pauvres. Donc forcément, ils sont allés voir les riches et en fait, bah, la révolution est passée par là et la noblesse a été un petit peu abolie. Du coup, ça a complètement rebattu les cartes au niveau de qu'est-ce qu'on mangeait. Et il y a des plats qui ont changé. Là, si j'avais 2 plats que je peux citer, tu avais par exemple le saloup. Je vais nommer ça saloup parce que du coup, ça s'écrit S-L-O-P ou S-L-O-O-P. D'accord. Voilà, donc c'était une petite boisson chaude qui était basée à base de farine de tubercules d'orchidées. D'accord. Et du coup, bon, nous, on a retenu ça parce qu'on dit c'était une tisane, quoi. Ouais, dans la culture, on dit tiens, c'était l'ancêtre un petit peu du café parce qu'on ajoute ça avec un peu d'eau chaude, un peu de sucre, de la fleur d'oranger ou de la rose pour parfumer. Et c'est un truc en fait une boisson que les Turcs et les Perses avant consommaient. On a importé de chez eux. Et du coup, bon, on a commencé les Romains après ils ont imité, après on l'a importé en Europe occidentale. Après ça donc ça c'est vraiment l'Antiquité, ça date voilà. de l'Antiquité. Et après ça s'est beaucoup développé en Angleterre et notamment dans l'Angleterre victorienne. Ok. Angleterre victorienne, donc juste après la période qui nous concerne. Ça a apparu aussi en France, en Belgique, et c'était vraiment très développé dans les milieux un petit peu aisés. C'est un peu la boisson, la boisson des petits salons de thé, des petits salons de lecture, on prenait ça comme boisson. Parce que ça coûtait un peu moins cher du coup que la fève de cacao et la fève de café du coup qu'on importait qui coûtait extrêmement cher à l'époque. Aujourd'hui, ça s'est extrêmement répandu, mais à l'époque, le prix n'était pas le même. Du coup, c'était réservé vraiment aux élites. Mais du coup, en fait, cette boisson qui en fait, il faut voir son étymologie parce que comme dit, ça vient des Perses et des Ottomans. Ça vient de l'arabe salep. Et salep, en fait, ça veut dire testicule de renard. Ok. Du coup, en raison de la forme des tubercules, en fait, que ça avait. Ok. Donc, ok. Donc voilà. Me voilà rassuré. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que la population de renards sur le déclin au XIIe siècle, c'est pas du tout exactement. Ça. Okay, très bien. Et comme pour ceux qui étaient là la dernière fois, quoi, sur live qu'on a fait, sur les testicules, au Moyen-Âge, par exemple, on pensait que le sperme était créé dans le cerveau. C'est pour ça qu'il mettait un petit chapeau pour se protéger et pour avoir chaud. Et bien là, du coup, ils pensaient que ça avait des vertus aphrodisiaques. Ouais. Du coup, vu que c'était des testicules. Et du coup, bah, c'était un produit qui était censé comme exotique, qui était un fortifiant. Et du coup, on lui a donné plein de vertus thérapeutiques. Par exemple, on a dit qu'on va le prescrire contre de la maladie, contre l'alcoolisme, contre les maladies vénériennes. Donc ça a eu une énorme popularité. Mais du coup, bah, le contre-coup, c'est qu'à un moment donné, les gens, quand ils ont bu en public, on se dit « Ah, toi, t'es malade. Toi, ça va pas. T'es une petite maladie vénérienne, toi. Ça te gratte dans le caleçon, toi. Toi, t'as un petit truc qui va pas bien dans l'entrejambe, tu vois. Du coup, ça a perdu en popularité, ça a disparu. Forcément, parce que du coup, c'était plus du tout à la mode. Donc, on avait ce genre d'aliments, et puis un deuxième, pour faire un petit parallèle avec la farine, ça s'appelle le stirabou. Alors, stirabou, je veux dire, c'est un peu un truc qu'on touille. C'est un truc qui était mélangé un peu moitié farine d'avoine, moitié farine de maïs, un peu de sel, un peu d'eau. Ouais. Vraiment pas grand chose. Hein. On confond souvent ça avec le gruau, mais le gruau est bien plus consistant parce qu'on rajoute beaucoup d'autres choses. Et en fait, ça vient de stir, du mot stir qui veut dire remuer. En fait, c'est juste qu'on met plein de trucs, on remue. Ça vient un petit peu du mot farine aussi, et du coup, on mangeait ça. Juste ce truc-là.
petit truc qu'on mangeait aussi à l'époque victorienne juste après. Faut dire que bon, c'était un petit peu la nourriture des pauvres, on va pas se le cacher. Mais c'est le genre de truc qu'on pouvait manger qu'aujourd'hui on se dirait mais pourquoi manger ça quoi? Pourquoi manger ce truc-là quoi? Petit aparté, je suis désolé, j'ai fait une blague sur, sur la disparition des renards au Moyen-Orient au Ah, XVIIIe siècle. C'est complètement faux, hein, c'était une blague. c'était une blague, ouais. On les appelait les testicules de renard parce que ça avait la forme de testicules de renard. C'est comme les trompettes de la mort, c'est pas des trompettes qui annoncent la mort. C'est ça. C'est C'est ça, exactement. Et en plus, j'ai un peu tergiversé sur les choses, mais pour revenir à la nourriture qu'on mangeait à cette époque-là, il faut savoir que c'était une époque où on est extrêmement croyant. Par exemple, il y a 150 jours de carême dans l'année. Donc 150 jours où du coup on mange maigre. Donc pas d'œufs, pas de laitage, pas de viande. Un peu remplacé par du poisson. Mais 150 jours, on n'a pas tout ça. Donc l'alimentation est tellement différente. Ah oui, il y avait aussi les élites, il faut dire qu'il y a beaucoup différents du peuple qui mangeaient plutôt tout ce qui venait de la terre, des céréales. Les élites mangeaient tout ce qui était animaux domestiqués, comme je dis, des fruits, du riz, les bananes, la canne à sucre, les fèves de cacao, les fèves de café, fruits confits, la pâte feuilletée, et tous les mets qu'on avait ramenés d'Orient, qui étaient réservés à l'élite et à la noblesse. Donc ça avait une énorme différence. Il y avait aussi quelque chose qu'on connaît plus pour faire un parallèle à ce que tu as dit tout à l'heure, la bière et le vin, du coup, qui était bien consommé dans le nord et le sud. Et en fait, à l'époque, on n'avait pas l'eau courante. Il faut savoir qu'on n'avait pas l'eau courante. Donc souvent, à la place de consommer de l'eau, ils prenaient de l'alcool. Ils prenaient de l'alcool et du coup, il y avait une consommation d'alcool qui pouvait atteindre, de vin notamment, 2 à 3 litres par jour et par personne. Après, il y avait des impératifs de santé publique où l'eau était pas saine à la consommation, il fallait la préparer et l'alcool contenu dans les boissons permet un effet un peu antibactérien, antiseptique sur le reste de la boisson. Donc le vin aussi, c'est pas du tout le vin qu'on a aujourd'hui. C'était du vin un peu plus léger. Il était pas fait pour se pinter. Il était fait pour permettre de boire de l'eau, quoi. Ouais, mais ça entraînait quand même un fort alcoolisme, avec du coup une espérance de vie qui était en moyenne de 40 ans. Hein. 40, 45 ans max. Bon, le foie est pas tout à fait prévu pour boire du vin tous les jours. Oui, parce qu'il faut voir aussi le taux d'alcool. Aujourd'hui, on a des vins qui sont moins alcoolisés qu'à d'autres époques. Par exemple, j'avais fait un live pour ceux qui étaient là sur l'alcool du coup en Grèce antique. On est plutôt sur du 30 à 50% d'alcool. Ah oui. Voilà, dans les amphores. C'était costaud. Hein. On prenait des plus petits verres, mais par contre, on se pointait bien. On se pointait bien. Hein. Okay. On se pointait bien dans l'Antiquité avec le vin. Donc, mais ça permettait pas de couper ça avec de l'eau pour. Si, il coupait énormément ça par contre, parce que le vin était extrêmement fort. Il le coupait énormément. Parce que tu avais des vins à 30-50%, ça tirait fort, quoi. Du coup, il coupait ça avec de l'eau. Tu avais des jars d'eau qui étaient amenés aussi, notamment en Grèce, du coup, à côté. Ouais. Sinon, ça devenait compliqué. Aussi, pour la grande différence qu'on avait, c'est qu'on n'avait que 2 repas par jour aussi, avec notamment le petit déjeuner, hein, qui était réservé souvent aux enfants, aux malades. C'était eux qui étaient en priorité nourris. Sinon, on avait le déjeuner, qu'on prenait entre 10 et 11h du matin. En général, on mange entre 10h et 11h du matin. Et après, on avait le repas du soir qui était entre 16 et 19h en fonction de quand est-ce qu'on rentrait des champs, notamment. On prenait en rentrant des champs et on prenait souvent ça en famille. Du coup, parce que on était rythmé en fait par le travail des champs. Ils partaient le matin tôt pour aller dans les champs. Ils faisaient une petite pause vers 10h, 11h pour manger. Et ils reprenaient après le repas le soir quand ils rentraient. On avait les deux. C'est le travail qui rythmait les repas, donc on avait seulement 2 repas à ce moyen. On saute sur la farine. Est-ce qu'on on saute sur la farine. On peut passer sur la farine. En tout cas, en Europe et au Moyen-Orient, parce que c'est notre agriculture européenne, elle vient du Moyen-Orient. Elle vient de la région entre le Tigre et l'Euphrate en Irak, qui s'appelle le Croissant fertile. On l'a tous vu en histoire géo quand on a fait ces cours-là. Et c'est vraiment dans cette région-là qu'il y a eu les premières cultures qui sont apparues. Il faut savoir qu'à l'époque, les populations étaient, mais ça tu en parleras beaucoup mieux que moi, elles étaient plus nomades. Il y avait les chasseurs-cueilleurs, on vivait de la chasse, voilà, on vivait de la cueillette de fruits, de graminées, de trucs comme ça. Et donc, on s'est installé quand on s'est rendu compte qu'il y avait des régions qui étaient tout à fait favorables à la culture de graines sauvages qui permettaient la fabrication de farine, parce que ces graines sont composées de telle manière que à l'intérieur, il y a les grains de blé. Il y a trois parties qui sont vraiment importantes. C'est donc l'enveloppe qui va être une petite enveloppe en fibre végétale qu'on va pouvoir retirer,
qui est assez facile. Il va y avoir l'albumène qui va être la partie qu'on va vraiment utiliser quand on le presse, c'est ce qui donne la farine. Et ensuite, à l'intérieur de cette graine, on a l'embryon qui va permettre de donner le nouveau pied de céréales, que ce soit le blé, que ce soit le son, tous ces autres, enfin pas le son, pardon, le seigle, toutes ces céréales qu'on peut utiliser encore aujourd'hui. On va avoir la même logique que pour la pomme de terre qu'on a décrit plus tôt. La plante va rassembler des ressources dans la graine pour permettre le développement de cet embryon, de ce germe de blé, avec des ressources basées sur des sucres, des protéines, des trucs à adapter. Et donc, la partie qui va nous intéresser, nous, pour faire du pain, ça va être l'amande farineuse, ça va être la zone, en blanc ici sur le schéma, où on va pouvoir avoir de l'amidon, encore une fois, qui va être compacté dans cette zone-là. Et la différence entre le grain de blé et la patate, il y a déjà une différence de taille, mais il y a aussi une différence de rendement. Quand on voit la taille du grain de blé, au final, il n'y a qu'à peu près 50% du grain qui va être utilisé. Parce qu'il n'y a que 50% où il y a cet amas d'amidon qui va permettre de fournir de la ressource pour l'humain après. On ne s'occupe pas de l'embryon parce que c'est trop dur à digérer, il y a trop plein de molécules différentes. Et l'enveloppe est faite pour protéger l'embryon et la zone et l'albumène où il y a la zone de ressources, pour éviter que des animaux viennent les manger, etc. Et donc, l'enveloppe, elle est faite pour être résistante. Si elle est faite pour être résistante, elle va être dure à digérer. Et donc, les organismes ne sont pas forcément taillés pour les consommer. Et donc, on se retrouve avec ce grain de blé qui n'est rentable qu'à 50%, alors que la pomme de terre, on va en utiliser 80-85%. En termes de rendement, c'est beaucoup mieux. Et c'est pour ça que la pomme de terre a réussi à supplanter le blé et les céréales dans beaucoup de régions du monde, en plus du fait que la pomme de terre, on n'en a pas parlé, mais c'est une plante qui est très facilement adaptable et cultivable. Elle est sensible à différentes maladies en fonction des conditions du sol, mais on va pouvoir la faire prospérer dans beaucoup de régions du monde, et c'est une plante qui est très, très, très pratique pour nourrir des populations. Et donc le blé et les céréales dans leur ensemble vont pouvoir être moulus. Il y a toute une industrie de la meunerie qui s'est développée avec l'histoire pour fournir de la farine. C'était Louis XV ou Louis XVI, la popularisation de la patate. C'était Louis XVI. Louis XVI, on en a parlé juste avant. La patate, c'était avec monsieur Antoine Parmentier, inventeur du hachis parmentier, qui a dupé la population, du coup en faisant croire que c'était un aliment cher, du coup en mettant des soldats autour des cultures de patates, et qui a offert des fleurs de patates au roi Louis XVI, et du coup tout le monde en voulait après. Tout le monde voulait ces petites fleurs de patates. Et bon, après, c'était la famine aussi, donc il fallait bien manger. Donc, il a donné des petites recettes, du coup, à notre ami, à la population, pour qu'elle puisse cultiver la patate. Les patates comptent tellement en Belgique, et en plus, ouais, comme on dit, ils ne mangeaient pas avant, les Belges. Avant, il n'y avait pas de patates, ils ne mangeaient pas. Ils ont commencé à manger seulement à partir de l'arrivée de la patate. Et comment ils font des frites? Ils étaient peut-être des frites de céréales, je ne sais pas. C'est trop jamais. En tout cas, merci à vous, les amis. Je reprends vite fait sur mon grain de Reprends blé. donc. Au moment où on va briser le grain de blé, on va briser l'enveloppe, on va briser l'amande farineuse, donc là où il y a la farine vraiment qui nous intéresse, et on va briser aussi l'embryon. Donc tout va être mélangé, et il va falloir séparer tout ça. Et donc pour séparer tout ça, on va pouvoir tamiser, il y a différentes manières de séparer. Et en fonction des déchets de l'enveloppe et de l'embryon qu'on va laisser, on va avoir des molécules plus ou moins complexes qui vont être mélangées à notre farine. C'est la différence entre la farine bien blanche, la fleur de farine, qui a très peu de molécules parasites, entre guillemets. Je dis parasites, c'est pas tout à fait vrai, parce que justement, on disait que dans la partie farineuse, il y a beaucoup de stocks d'amidon et beaucoup moins de tout le reste. Et on va obtenir des protéines, on va obtenir des minéraux dans l'embryon, dans l'enveloppe. Donc, il faut réussir à trouver un juste milieu entre de la farine digérable pour le corps, quand on va la transformer en pita, en tacos, en pain. Il y a tout plein de moyens de cuisiner cette farine de céréales. Et il va aussi la rendre trop fine, pardon,
pour la rendre peu intéressante d'un point de vue nutritif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des calibres de farine, T45, T55, T60, T70. Et ça correspond à la teneur d'éléments supplémentaires que juste la farine amidonnée. Si on a de la farine T45, c'est la farine de blé la plus pure, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle contient moins de 0,5% d'éléments minéraux. Et si on a de la T150, c'est qu'on a 1,5% de minéraux pour la masse totale de farine qu'on étudie. Et donc, quand on a de la farine complète, c'est qu'on a de la farine où on a laissé l'enveloppe, mais on a enlevé le germe parce que le germe, c'est la partie la plus dure à digérer. Donc, on a réussi à briser l'enveloppe de manière assez fine pour la rendre assimilable et garder les nutriments qui sont contenus dans cette enveloppe. Et donc, on a différents types de farines qui sont utilisées comme ça. Et la farine de seigle a un autre barème de mesure parce que, naturellement, le seigle contient plus de protéines et de minéraux. Et donc, on a tendance à en laisser tout de suite beaucoup plus. Voilà. Je vais te laisser continuer sur la culture de la farine, peut-être. On peut, hein. On peut continuer. La culture de la farine, la culture du blé. La culture du blé. Je voulais juste partager quelque chose avant. Du coup, juste avant, parce qu'on j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, c'était par rapport à la tablée. Comment on mangeait du coup à cette époque-là, parce que on avait une façon très très différente de manger. Parce que je vais te donner une anecdote aussi. Donc, par exemple, les convives, avant le repas, ils devaient se laver les mains, en fait. On avait un petit bol d'eau qu'on faisait, qu'on passait à tous les convives avec de l'eau pour se rincer les mains dedans, en fait. Il y a un petit rinçoir. Un petit rinçoir, et on s'est rincé aussi la bouche. C'est la petite subtilité. Et le rinçoir, ensuite, il passait au voisin d'à côté. Il passait au voisin d'à côté. Voilà. Là, c'est un peu plus hardcore. Le dernier, il a de l'eau noire, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. La personne en bout de table, elle est contente. Donc, voilà. Donc, l'emplacement des tables, on va pas se le cacher, il était très codifié, du coup. Hein, c'est pour ça. On avait le convive principal, donc l'invité principal, et plus on était proche de lui, plus on était important. Plus on était loin, moins on était important. Et plus on avait un rince-doigt propre. Plus on avait un rince-doigt propre. Bon, il pouvait en avoir plusieurs aussi, hein, mais bon. Voilà. Donc, on avait notamment, en fait, les gens se partageaient, en fait, les écuelles. On avait souvent un couvert à soupe, un couvert à purin, un couvert à un gobelet pour deux. Donc, ils se partageaient un petit peu leur couvert. Ils n'avaient pas forcément tous un couvert pour eux. Ça dépendait du statut de la personne. Statut important, tu pourrais en avoir un pour toi. Statut moins important, tu pouvais partager avec ton voisin. Notamment, c'est pour ça qu'en fait, ils partageaient souvent le pain ensemble. Donc, ils mangeaient en fait sur des tranches de pain et on coupait le pain ensemble. D'où l'expression un copain. C'était un copain, c'est notre partenaire de pain parce qu'on mangeait à deux à cette époque-là. On était deux en fait à se partager son couvert, à se partager son écuelle. Du coup, on coupait le pain ensemble. Et la nourriture en fait était servie sur des tranches de pain. Donc, on avait une tranche de pain et on la mangeait ensemble en fait. On faisait des tartines. On faisait des petites tartines de pain. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'une fois que la tranche de pain, on l'avait imbibée de sauce, et du coup, on n'avait plus besoin, bah, qu'est-ce qu'on faisait? On la donnait aux serviteurs. C'est les serviteurs qui mangeaient. Tout ce qui était valet, etc., qui mangeaient un petit peu les restes des grands seigneurs et des personnes. Et on avait, après, on a fait, pour ceux qui étaient là sur live, des troubadours, les troubairés, qui sont un petit peu les gens qu'on considère un petit peu comme juste des musiciens, mais c'était beaucoup plus que ça. C'était un peu des vrais seigneurs à part entière. Donc, pour ceux qui veulent, normalement, la vidéo devrait bientôt arriver sur la chaîne. Bientôt, elle est en fin de montage. Mais pour ceux qui étaient présents sur le live, ils savent de quoi on parle. Donc, on avait toutes ces personnes-là parce qu'en fait, ils partageaient parce qu'il n'y avait pas de fourchette. On avait des couteaux, on avait des cuillères, mais on n'avait pas de fourchette. Et ce qui fait qu'en fait, les gens, ils mangeaient un petit peu avec les doigts. Et du coup, on n'avait pas de serviette non plus. Et comment on faisait? C'était la nappe. On s'essuyait avec la nappe, en fait. On prenait la nappe et on s'essuyait sur la nappe. Et c'était les nobles, en fait, c'était très bien vu de s'essuyer avec une nappe. Aujourd'hui, vous faites ça, on va vous dire, tu fais quoi là? Tu fais quoi, mon gars? Qu'est-ce que tu fais avec la nappe, là? Non, on prend une serviette.
C'est une tradition moyenâgeuse. Les nobles du Moyen-Âge, Ça vient voilà. de la haute noblesse. Exactement, les nobles du Moyen-Âge s'essuyaient avec les nappes en fait. Ils prenaient les nappes et ils s'essuyaient sur les nappes. Donc, on avait aussi, bon, le service était apporté normalement par un maître d'hôtel qui appelait le tranchoir, le sel, du coup, qui disposait ça en fonction du statut de la personne. Donc, plus on avait les mets raffinés, étaient proches des convives les plus importants, et plus on s'éloignait, plus on avait des mets de moindre qualité. Voilà pour la petite conclusion sur comment on mangeait avant la patate. Et du coup, on va revenir un petit peu sur la farine. Donc, la farine, on est comme on l'a mentionné tout à l'heure en début de live, on est plutôt sur l'Asie mineure, tout ce qui est croissant fertile, autour du Tibre et de l'Euphrate, pour vous situer un petit peu la zone. Dans cette période-là, c'est là où est apparue en fait la farine, la culture du blé, et des premiers graminées qui sont ensuite répandus notamment en Europe, en Occident, etc., etc. Donc, c'était un aliment qui était considéré comme ayant beaucoup de vertus en fait, nutritives. C'était vraiment la base de l'alimentation pour beaucoup de populations. La farine était l'alimentation en Amérique du Sud, dans le croissant fertile. Et en fait, on a commencé avec la farine de blé, qui était la première. Et après, quand on a découvert les Amériques, on a commencé avec la farine de maïs, qu'on a exportée. Et du coup, c'est arrivé en Europe, et ce qui a donné naissance à la polenta, la fameuse polenta qu'on connaît bien. Je vois bien ce qu'est le timbre de Neufrate. Le timbre du Neufrate. Le fameux timbre du Neufrate. Ouais, c'est bien pour les collections. C'est un timbre qui est vraiment très recherché. Si tu le trouves, franchement, ta collection, elle prend en valeur x10. Le fameux timbre du Neufrate. Petite carte, incroyable. Ah, ben, magnifique carte, effectivement, elle est cool. Et du coup, on va revenir un petit peu sur la farine. Donc, la farine, on est comme on l'a mentionné tout à l'heure en début de live, on est plutôt sur l'Asie mineure, tout ce qui est croissant fertile, autour du Tibre et de l'Euphrate, pour vous situer un petit peu la zone. Dans cette période-là, c'est là où est apparue en fait la farine, la culture du blé, et des premiers graminées qui sont ensuite répandus notamment en Europe, en Occident, etc., etc. Donc, c'était un aliment qui était considéré comme ayant beaucoup de vertus en fait, nutritives. C'est vraiment la base de l'alimentation pour beaucoup de populations. La farine était l'alimentation en Amérique du Sud, dans le croissant fertile. Et en fait, on a commencé avec la farine de blé, qui était la première. Et après, quand on a découvert les Amériques, on a commencé avec la farine de maïs, qu'on a exportée. Et du coup, c'est arrivé en Europe, et ce qui a donné naissance à la polenta, la fameuse polenta qu'on connaît bien. Je vois bien ce qu'est le timbre de Neufrate. Le timbre du Neufrate. Le fameux timbre du Neufrate. Ouais, c'est bien pour les collections. C'est un timbre qui est vraiment très recherché. Si tu le trouves, franchement, ta collection, elle prend en valeur x10. Le fameux timbre du Neufrate. Le croissant fertile, ça se trouve ici, les amis, pour resituer un petit peu la zone. On est là. Voilà, j'ai bugué mon truc qui refait des flots, du coup. Incroyable. Le flow qu'on a reçu tout à l'heure. C'est bien. Pourquoi les poules n'arrivent pas à pondre en Irak? Parce qu'elles volent le tigre et l'Euphrate. Oh là là. Les bonnes vannes. Bonne vanne. Du coup, on est à cette période-là, du coup, croissant fertile, 11 000 ans avant Jésus-Christ, on a commencé le début du coup de la farine. Donc, on a parlé de la farine de maïs. Donc, farine de maïs, on est plutôt sur le côté de nord de l'Amérique du Sud. Donc, tout ce qui est Chili, début de la Bolivie et un peu le Pérou. Au Pérou, même jusqu'au Mexique. À Mexique, Mexique, c'est un peu plus tard, quoi, normalement. Ouais. Mais après, moi, j'ai pas le Mexique. Mais je sais que moi, il y avait le nord de l'Amérique du Sud. Ok. C'était présent. Je te fais confiance. Après, je n'ai pas la connaissance infuse sur le sujet. Donc, ça se trouve, il y avait aussi le Mexique central. Le Mexique central, ouais, c'est possible avec tout ce qui est population aztèque. C'est bien possible. C'est bien possible aussi parce qu'ils sont bien influencés avec les Olmecs au début. Après, on a eu les Incas. Après, on a eu tout ce qui est Maya et Aztèque. Du coup, on disait le Tibre et l'Euphrate, ça a apparu d'abord par rapport à ici. Et après, en fait, c'est en Amérique du Sud, dans cette zone-là. Donc, tout ce qui est du coup civilisation Olmec, en un premier temps, après les Incas, après les Aztèques et les Mayas. Les Mayas. Donc, les Olmecs ont été les premiers à développer cette culture de la farine. Et du coup, on a appelé la farine de blé qu'on avait ici. Après, dans les côtés des Amérique du Sud, c'est la farine de maïs.
On a ensuite importé du coup en Europe, d'où la polenta, je ne sais pas si on avait coupé à ce moment-là ou pas, la farine de mil ou encore la farine d'épeautre. Du coup, qui ont été préparées par les Romains. On commençait à préparer ça. Après, on peut dire qu'il existe beaucoup de types de farines qui ont Il existe un des... peu autant de types de farine que de céréales Ouais, aussi. Hein. c'est ça, farine comme tout ce qui est fruits à coque, tout ce qui est légumineuse, enfin, énormément de farine. Et pour la petite anecdote, à la base, c'était une farine de blé, bah, c'était un petit peu random. C'est que les gars, ils allaient cueillir du blé à l'état brut. Il n'y avait pas de plantation comme nous, on a aujourd'hui des grandes plantations monstrueuses de blé. Ils allaient Où dans les il champs. y a que du blé, c'est de la monoculture, on fait C'est que ça, du blé. c'est ça, monoculture. Nous, il n'y avait pas du tout de monoculture à l'époque. Il faut imaginer des champs qui avaient des espèces diverses et variées. Donc les mecs, c'était au petit bonheur la chance. On allait couper pour essayer de trouver le blé qui était nécessaire pour cultiver. Après, on s'est mis à faire quelques élevages et quelques cultures de blé, à planter du blé. Mais c'est vraiment pas avec les dimensions qu'on a aujourd'hui. Il faut vraiment voir des cultures qui étaient bien moins importantes que ce qu'on a aujourd'hui. Puis aussi, on ne le consommait pas de la même manière. Il était consommé à l'état brut, grillé ou en bouillie, sous forme de graines ou de graines germées. Aujourd'hui, il y a un peu disparu, même si ça revient ces derniers temps. Tout ce qui est graines germées, ça commence à revenir dans toute l'alimentation un petit peu plus Dans les salades. écolo, tout ce qui est un petit peu plus sain, on dirait, plus sans viande et sans poisson. On commence à voir ces choses qui reviennent, mais c'est quelque chose qui, à la base, était là à l'époque. Et merci pour le follow. Ah, t'envoies des petits bateaux. Tiens, des petits bateaux pour toi qui arrivent. C'est la bienvenue. Donc, on avait cette première apparition de culture de la farine. Et on avait notamment, avec la sédentarisation, on a commencé à sélectionner en fait les graines de blé qu'on voulait, pour du coup créer une vraie culture de blé. Et les premières sources qu'on a, ça vient d'Anatolie, du coup notamment dans le village de Katal-Uyuk, qui montre qu'il y a plus de 8000 ans, on avait déjà commencé à stocker. L'Anatolie, juste petit rappel pour placer l'Anatolie. On a l'Anatolie actuelle, on est en Turquie. Hein. Bonne Turquie. Donc on est sur l'Anatolie, donc c'est les premières images qu'on a, premières sources qu'on a officielles de culture de la farine, il y a 8000 ans. 8000 ans. Donc on avait déjà des espaces de conservation où on conservait l'épeautre, le froment, le millet, qui étaient peut-être les farines les plus communes à l'époque. Donc si on fait une petite évolution de la farine, on a 8000 ans, on commence vraiment à avoir des premiers stockages de farine. Vers 3000 ans avant Jésus-Christ, en fait, on a la farine qui est obtenue avec un broyage vertical. Donc on commence à broyer avec tout ce qui est silex, avec un mortier, notamment avec. Après, on avait la friction avec des pierres. On commence à broyer la farine pour commencer à l'utiliser et la cuire. Après, on a notamment les Égyptiens qui ont développé un système qu'on appelle le système du cône rotatif, qui permettait un travail qui était un peu plus affiné. C'est pour ça qu'on appelait un peu ça le premier grenier à blé de l'Empire romain. C'est comme ça que les Romains sont allés le chercher. Même quand Alexandre allait chercher l'Égypte, c'était vraiment pour nourrir en fait son armée, et notamment après les Romains pour nourrir Rome, parce qu'il y avait une certaine pénurie en termes d'alimentation à Rome. Et du coup, l'Égypte avait développé une technique qui permettait en fait de cultiver le blé de façon un petit peu, on dirait pas industrielle, mais de façon très technique et très organisée, très hiérarchisée, pour avoir un rendement et une production importante. Donc c'était un point stratégique au niveau de l'alimentation. Donc on avait d'abord actionné à la main, et après ils ont diversifié avec notamment l'arrivée de quelques mécanismes et quelques, on va dire, les premières machines avec notamment, forcément, esclaves, et aussi tout ce qui est animaux, ânes et bœufs, qui ont permis en fait de faire évoluer sur de la farine de façon un peu plus organisée, hiérarchisée et productive. Après, on a la deuxième grosse évolution vers l'an zéro, avec notamment les moulins à eau. Les fameux moulins à eau qu'on voit, qui servaient notamment à soulager en fait les humains et les animaux, et pour travailler en fait de nuit à force de la rivière. Les moulins à eau, pour moudre un peu vers l'an 1000, on a les moulins à vent. Les moulins à vent. Les moulins à vent qui permettent de transformer le blé du coup en farine dans les régions qui n'avaient pas d'eau, justement. Et du coup, on a cette fois-ci la force du vent, la force éolienne, avec les premiers moulins. Et du coup, on avait après dernière grande évolution qui est vraiment beaucoup plus proche de nous, c'est vers les années 19e siècle, vers 1820, le fameux meule métallique, qui a industrialisé la production de farine. Et merci pour le flow face par ketchup. Des petits bateaux pour toi. Trop bien tout ça. Voilà pour la petite histoire complète de la farine. Et aujourd'hui, on a une farine qui est très diversifiée. Comme on dit, on a perdu les essences de base des farines parce qu'on a d'industrialiser et réduire le nombre de variétés de farine. Mais du coup, à la base, on n'avait que du blé. Après, en fonction des importations, des conquêtes, parce que les conquêtes, ça rapporte aussi des aliments, et on a rapporté des farines de tous les horizons.
Le point que je voulais aborder, moi, pour finir, c'était le dernier point dont j'avais besoin. Donc, c'était un peu plus chimique. Je l'ai abordé très rapidement juste avant. C'est les réactions de Maillard. Les réactions de Maillard, c'est une série de réactions qui sont ultra importantes, qui ont été développées par un chimiste français avec une superbe moustache, Louis-Camille Maillard, qui a, au début au 19e siècle aussi, a commencé à bosser avec beaucoup de collègues européens, des Allemands, dont il y a un nom qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est von Liebig, c'est le même que les usines Liebig. Ils ont bossé sur comment est-ce qu'on arrive à se nourrir en fait. On voit que depuis la nuit des temps, on a besoin de manger, que ça déclenche des guerres parce qu'il faut aller chercher de la bouffe là où il n'y en a pas, parce que nous, on n'en a plus. Très bien, ok, on se fout sur la gueule pour de la bouffe. Mais pourquoi est-ce qu'on a tant besoin de bouffe que ça? Et donc, c'est l'apparition de la nutrition. Maillard a réussi à trouver des mécanismes réactionnels. Donc, là, actuellement, à l'écran, on a des trucs ultra complexes avec des machins qui interagissent et tout. Et en fait, Maillard, il a réussi à trouver une partie des réactions qui interviennent quand on cuit quelque chose. Quand on fait du pain, on mélange de l'eau, de la farine, un peu de sel, et on laisse reposer et on met de la levure un petit peu dans le pain pour la faire gonfler. Et il va se rendre compte que donc, notre farine mélangée à l'eau, la pâte, elle est blanche. On a tous fait un peu un gâteau à la maison en mélangeant de l'eau et de la farine. Ça fait une pâte blanche. Et quand on la fait cuire, elle brunit, elle dort, elle devient dorée. Et on obtient un joli pain ou une jolie viande, parce que pour la viande, ça va être le même principe. Et en fait, ces réactions-là vont faire intervenir les protéines qui sont, je le rappelle, des blocs préconstruits qui sont associés par les cellules pour former des longues et des grosses molécules, des macromolécules qui vont avoir un rôle très précis dans le corps, que ce soit des protéines constitutionnelles comme ça peut être le cas de la kératine pour la peau quand on a vu qu'on a vu il n'y a pas longtemps chez les animaux, ça peut être des fibres végétales comme le cellulose. Le cellulose, ça va être encore des sucres qui vont être utilisés de manière protéique pour former des fibres qui vont permettre de former des fibres végétales dans l'écorce des arbres, dans les tiges du coton, dans les fibres de coton, etc. Et donc, ces protéines, elles vont pouvoir être mélangées dans l'eau avec des sucres, l'amidon tout particulièrement, et au moment de la cuisson, on va avoir une réorganisation où les sucres et les protéines vont s'associer les uns aux autres, et ça va former une nouvelle molécule, on va avoir un produit de réaction qui va être différent, et cette réorganisation va permettre de rendre comestible de l'amidon qui était, je le rappelle, une chaîne beaucoup trop longue qu'il va falloir casser pour qu'on puisse le digérer correctement, à des protéines qui vont être les briques Lego qui vont nous permettre de construire de nouvelles grosses molécules de sucre. Cellulose, c'est juste un sucre végétal, c'est un glucide, donc c'est des molécules de glucose, un peu comme l'amidon, qui sont associées sous une autre forme, et former des longues fibres. C'est un peu un plastique de sucre. On peut le vulgariser comme ça. Ose égale sucre, vous avez complètement raison. Et donc voilà, quand on met un steak sur la poêle et qui se met à brunir, que la chair rouge devient un peu plus grise, un peu plus noire, jusqu'au point de griller, tout ça, c'est des réactions de Maillard. Et toutes ces réactions de Maillard ne sont pas forcément bénéfiques pour l'être humain. On a dit que si on faisait une cuisson modérée, on réorganisait les sucres et les protéines pour les rendre plus assimilables par le corps humain. C'est le but de la cuisson pour rendre comestibles des aliments qui ne le sont pas au départ. Mais si on laisse cuire trop longtemps, on se met à faire brûler ces aliments. La viande, le pain devient vite très noir parce qu'il y a du brûlé dessus. Et ce brûlé-là, c'est juste on va retrouver à l'intérieur de ces molécules de brûlé qu'on peut retrouver, on va surtout avoir des squelettes de molécules qui auraient pu être utiles mais qui ne le sont plus parce qu'elles se sont réagencées, elles ont subi des réactions qui ont fait que ça les rend très peu assimilables, et si elles sont assimilables, elles peuvent devenir cancérigènes parce que cette réorganisation a créé des produits qui peuvent être dangereux. Donc,
quand on dit qu'il ne faut pas manger le brûlé d'un pain ou d'un steak ou d'un truc comme ça, bah, c'est un peu vrai parce qu'il peut y avoir des molécules cancérigènes dedans. C'est pas pour autant que la cuisson de base d'une réaction de Maillard, la transformation de base d'une réaction de Maillard ne donne jamais de molécules cancérigènes. C'est juste qu'elle les donne en quantité très légère et peu toxique. Je rappelle que c'est la dose qui fait le poison. C'est une phrase absolument primordiale pour tout ce qu'on peut consommer. Et cette dose qui fait le poison, bah, ça vaut aussi pour les molécules cancérigènes. Si vous avez une molécule pour 10 000 qui est cancérigène, bah, le corps va pouvoir la traiter, ou si elle l'assimile, bah, ça ne va pas causer trop de problèmes, parce que le corps a des défenses pour protéger contre les molécules cancérigènes et contre les cellules cancéreuses. Il y a des moyens de se défendre. Si c'est trop important, si la proportion de molécules cancérigènes est trop importante, alors il y aura trop de cellules qui vont dégénérer, et le corps ne pourra plus se défendre correctement, et on va se retrouver avec une tumeur qui va pouvoir grandir et se développer. Donc, il faut rester vigilant, mais en même temps, il ne faut pas s'arrêter de manger pour autant. Et manger cru, ça peut être un problème aussi, parce que tous les aliments ne sont pas comestibles crus, et crus, il y a d'autres problèmes, comme des bactéries, comme des infections bactériennes, Escherichia coli, dans le poulet, j'ai oublié le nom, mais c'est... Et donc, voilà, moi j'ai un peu fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Les réactions de Maillard, la farine, la pomme de terre. Oui, la question d'Arcator, c'était qu'est-ce qu'on mangeait avant? Donc, avant la consommation de pommes de terre, bah, on consommait des céréales, on consommait des plantes racines, des tubercules, des trucs comme ça, des potirons, des courgettes, des carottes. En Europe, hein, ça varie en fonction des régions, donc c'est super dur d'être exhaustif. Mais en Europe, ça va être des consommations donc, de céréales, de farine. Et avant la farine, bah, on consommait quand même de la farine parce qu'on allait cueillir des céréales dans la nature pour la transformer. On chassait, on cueillait des baies, on cueillait des fruits. Et on était un peu obligé de se déplacer en fonction des saisons et en fonction de ce qu'on trouvait sur les zones où on vivait. Est-ce que tu es d'accord avec cette... pour lui répondre de façon un peu poil plus précise, si on s'en centre sur l'Europe, on avait, comme dit, la dichotomie entre les riches et les pauvres, qu'est-ce qu'on mangeait qui était totalement différent. Donc tu avais d'abord les pauvres qui mangeaient tout ce qui était à base de céréales, donc le seigle, l'avoine, sous forme de pain, de bouillie, de pâtes, de soupe de légumes. Avant les pommes de terre. Hein. Avant les pommes de terre, ouais. De soupe de légumes, de féculents, de fromage. Et bien sûr de vin, comme on dit, ils mangeaient plus de vin que d'eau, comme on l'avait mentionné tout à l'heure, parce que l'eau était souvent impropre à la consommation. Donc on mangeait, il y a un gros taux d'alcoolémie, 2 à 3 litres par jour, comme on l'a mentionné tout à l'heure, de vin par personne qu'il faut être faire. En tout cas, une question du chat, le millet, il y en avait aussi en Europe? Ouais, il y avait du millet aussi en Europe. Exactement, je l'ai mentionné tout à l'heure. Ouais. On mangeait du millet, il a été importé aussi. Et avant la consommation de farine, donc ça c'est pré-agriculture. Attends, et du coup, je finis pour les nobles, du coup, pour faire la dichotomie entre eux. Et du coup, les élites, eux, mangeaient plutôt du pain blanc, des viandes, notamment issues de la chasse, animaux domestiqués, qu'on mangeait, comme du poisson, des fruits, des fromages. Ils avaient aussi le droit aux épices, qui étaient importées, du coup, on a la route de la soie, des conquêtes aussi. On avait le riz, les bananes, qui sont apparues, canne à sucre, qui a été ramené d'abord d'Orient par les croisés en premier temps, de la pâte feuilletée, des fruits confits, et puis les mets, du coup... un petit peu arabo-musulman qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc ils avaient une table qui était bien plus variée en fonction du coup de ton rang social. Et puis moi je pourrais conclure un petit peu sur le banquet. Peut-être comment on faisait un banquet, parce que le banquet c'est un art de la boostify comme on dit, l'art de festoyer pour la noblesse. Donc il y avait toute une chorégraphie, tout un organigramme pour le banquet, qui était une occasion d'abord de montrer sa richesse, son pouvoir et son influence. On rinçait bien ses convives, hein, pour leur montrer qu'on avait des sous. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Nicolas Fouquet, du coup, qui en a pris pour son grade en mettant plein la vue à un certain Louis XIV qui n'a pas du tout apprécié, qui a fini en prison, du coup. Notre ami surintendant des finances. Créer un château plus beau que lui, un feu d'artifice plus beau que lui, et un banquet plus beau que le roi. Bah, quand tu t'appelles le roi Soleil, bah, tu l'as un peu mauvaise. Du coup, bon, à plein d'autres raisons, il s'est fait incarcérer du coup en prison. Mais bon, ça c'était quelque chose qui était vraiment commun, c'est de faire un banquet, d'inviter, et toutes les occasions sont bonnes pour célébrer une alliance, pour célébrer des noces, des mariages, ou n'importe quel événement important, on faisait un banquet. Le banquet, c'était le truc, et le schizophrène.
On avait vraiment on appelait ça à la base, un menu qui se composait en plusieurs mets. Aujourd'hui, on appelle des services. On a plusieurs services, qui étaient disposés. Donc on commençait tout d'abord avec une petite mise en bouche, hein. On a une sorte, comme nous on appelle, le petit apéro. Petit apéro pour commencer, on aime bien ça, un petit apéro. Donc on a en fait, une sorte de des petites amuse-bouches, qu'on dirait avec, Et du tapas. vin. Avec du vin, voilà, des petits tapas, des petites brochetas, avec des petites bouchées qui sont souvent des petits morceaux de lard fumé, des morceaux de pommes ou des pains toastés. Des petits trucs vraiment sympathiques à manger. Ricard à l'époque, pas encore de Ricard. Hein, du coup, on est surtout du vin. On est surtout sur du vin, vraiment. Un peu de bière, on l'a mentionné tout à l'heure avec le houblon. On a un peu de bière quand même qui est présente, mais pour les nobles, c'est souvent du vin qui est présent. Il y a un rapport entre le Bah, banquet. encore aujourd'hui, Ouais, il y a une différence sociale mmh, entre la consommation de bière et la consommation de vin, c'est ça. hein. Le vin est toujours traditionnellement pour les castes un peu plus quand tu vois tout ce qui est onologie, c'est vraiment les gens qui sont, généralement en tout cas, des gens un peu plus socialement élevés. Après Mmh. c'est pas forcément vrai, hein, c'est vrai, je Ça scénarise change, c'est beaucoup, en train de changer. C'est en train de ça change, changer parce qu'aujourd'hui, mais la bière, il y a une mode, il y a des microbrasseries et il y a c'est un ça. côté un peu bobo. Ouais, Consommer des IPA, des trucs un peu exotiques en termes de bière. Mais il ouais, y a toujours cette constance de la 16-4 dans le monde ouvrier ou de la construction. 16-4 en fin de journée, elle existe encore, hein. c'est Et, ça. mais c'est assez intéressant de voir l'impératif social. Il y avait un impératif aussi régional. Au Moyen Âge, la bière, il y avait une vraie limite où c'était le nord de l'Europe qui buvait de la bière et le sud, le pourtour méditerranéen, qui consommait du vin. Parce qu'il y avait des impératifs de culture du raisin qui faisaient que dans le Languedoc, c'était plus facile de faire du raisin, donc on consommait du vin. Dans le nord de la France, il y avait des grands champs de blé, et donc on pouvait cultiver du houblon. Et c'est pour ça qu'on retrouve de la bière jusqu'en Scandinavie, hein. Après, ouais, je vais revenir vite fait sur la question d'Arcator avant de continuer sur ça. Un rapport, parce que du coup, comme mentionné, poser la question en fait, est-ce qu'il y a un rapport entre banquet et banquette? Donc, du coup, vu que les Romains, comme c'était mentionné, ils avaient des triclariums, du coup, ils mangeaient sur 3 banquets, en fait, 3 banquettes alignées. Et en fait, Ouais. ils avaient une consommation qui était allongée. Donc, on appelait ça des banquets à la place des banquettes. Mais il y a un rapport étymologique un petit peu avec, parce qu'on mangeait dans la noblesse, en tout cas dans les hiérarchies élevées dans l'Antiquité, de façon allongée. Que ce soit les Grecs ou les Romains, ils avaient un petit peu cette habitude-là de manger allongé. Après, du coup, Ok. on a commencé à manger assis. On s'est dit, c'est quand même plus pratique pour manger. Et puis on mangeait à l'époque, on mangeait pas la même chose aussi. On n'avait pas des gros trucs de viande, de faisan, à découper et tout. Donc quand tu es allongé, c'est pas forcément facile de découper. Même Hmm. si tu un maître d'hôtel. On mangeait d'autres choses d'alimentation romaine et grecque qui est totalement, différente. On pourra parler dans un autre live, mais là, on débordera de plusieurs heures. Quand on est assis, on s'étouffe moins. Voilà, c'est mieux pour la digestion. Donc après, on a fait ce premier amuse-bouche, on avait souvent deuxième service, deuxième mets, qui était plutôt des soupes, des populations un peu liquides, des sortes de bouillons qu'on mangeait du coup pour s'ouvrir l'appétit. Après, on avait un troisième service, il y a beaucoup de services, hein. On avait du coup des potages après, des préparations de viande avec, qui étaient souvent cuisinées. On servait ça dans un petit pot. Toujours dans l'optique de s'ouvrir l'appétit, là, ou à partir du Exactement. troisième plat? 3e pot, c'est les petits potages. C'est vraiment les amuse-bouches, vraiment on est vraiment dans le 3e service et qui ont du coup, plutôt des ragoûts en fait. On commence. Donc on a les petits apéritifs, on a les soupes, après on a le potage. Après 4e service, là on commence vraiment. On commence vraiment, donc on a les poissons, les petits poissons, poissons de mer, poissons d'eau Bien douce, sérieux. bien sérieux. Après on a le fameux roe, donc c'est le 5e service. Donc on a la belle piance, on appelle ça le roe parce que du coup c'est la pièce de viande qui est rôtie. Du coup, on rôtit Ah. la viande, donc on appelle ça le roe. Qui Le est un plat, quand tu l'amènes à table, les gens, ils font oh. Voilà, donc ça peut être du coup le 4e et le 5e service en même temps ça. Ça dépend s'il y a du poisson ou pas, ça dépend du foie. Après, on a du coup 6e service. Du coup, dans le 5e service, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut l'avoir de façon, présenté de façon originale. Pour ceux qui étaient là sur le live sur Saint-Louis qu'on a fait mercredi, on a expliqué ça. Ils avaient présenté en fait la pièce, principale avec en fait, il y avait un poulet qui était assis sur un cochon et qu'on avait mis en armure avec les armoiries en fait du roi, avec sa cape, son aume de combat, et qu'on avait présenté ça pour impressionner un petit Cochon? peu les convives. Oui, il y avait un poulet monté sur un cochon qui était en armure, Ah, avec une cape, du coup d'accord. avec les fleurs de lys.
la cape bleue française, tributaire des rois de France, avec un aume, avec une petite épée et un bouclier, du coup, qui était présenté aux conviés. Et c'est la pièce qu'on mangeait. Waouh! Le coq au mets, le fameux coq au mets. Pour ceux qui étaient là mercredi, ils peuvent voir, pour ceux qui veulent, il y a le replay qui est encore disponible sur la chaîne. Vous pourrez voir du coup ils font des super choses, super inventives du coup pour impressionner les gens. On rappelle, les banquets étaient là pour célébrer et pour impressionner ses convives, hein, pour montrer un petit peu son rang. On n'en faisait pas toutes les semaines donc. Voilà, on n'en faisait pas toutes les chaînes, hein, c'est pas tous les jours. Ah, samedi, ah, banquet. Ah bah samedi prochain, petit banquet. Allez, petit banquet. Non, non, c'était vraiment des occasions assez occasionnelles. Du coup, vu que c'est occasionnel, c'était vraiment, on en met plein la vue, on regardait pas la dépense. Donc après, on a le 6e, et là on arrive bien sûr au dessert, hein. Un petit dessert pour clore le repas, notamment des plats sucrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a la dichotomie entre les plats salés, plats sucrés, mais eux, ils pouvaient mélanger les 2. On n'avait pas forcément un truc où on avait sucré, salé, on peut pas manger sucré, salé, on commence à salé, on passe à sucré et on revient pas à salé. Eux, ils pouvaient manger sucré, salé, enfin, il y avait vraiment des mix de plats. Dans un même plat, on pouvait retrouver du salé et du sucré. Donc ça, OK. c'était vraiment la grosse différence qu'on a avec aujourd'hui. Et après, on avait le 7e et dernier service. Donc là, c'était un petit peu, on invite les convives surtout à se retirer. Donc on leur donne un petit truc souvent à manger, souvent un vin sucré, un Allez, c'est bon, je petit vous ai assez vu, c'est cassez-vous ça, maintenant. un petit truc, on pouvait servir un peu des épices aussi et puis on leur invitait à se Un retirer dans leurs digestif. appartements privés. Voilà, un petit digestif, pour se retirer et du petit entremets qui pouvait être servi aussi entre chacun des plats, en attendant que la préparation se fasse, qui pouvait être ajouté. Et après, du coup, vous pouvez enchaîner sur une valse, sur une danse en fonction des périodes historiques. Ils avaient l'énergie de manger Et après oui, cette plat? on pouvait. Voilà, donc Oh, c'est un petit l'endurance. peu comme ça qu'on mangeait du coup avant les patates, Moi, après 3 plats, j'ai du mal à me lever. Ouais, après les quantités, on dit, c'était des banquets, Ouais, faut voir il y a beaucoup de personnes aussi, qui ont partagé les plats aussi, il y avait le partage, les quantités n'étaient pas faramineuses comme aujourd'hui, sauf dans les gros restaurants. d'accord. C'est plus dans voilà, on avait les plats à partager, tu avais pas un demi poulet par personne, quoi. Mmh. On mangeait pas 500 grammes de viande, par personne, donc et puis souvent, comme dit, au ski, c'est que les restes étaient donnés, soit aux valets, soit au personnel, soit du coup aux animaux aussi, aux chiens qu'on avait ou même aux troubadours qui venaient, aux ménestrels qui étaient présents. Donc d'abord aux animaux, ensuite aux ménestrels. Non, d'abord au personnel et après aux animaux. Mais comme ça que ça se passait, Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté et participé au live. C'était trop bah bien. bah, merci à toi, c'était super, super cool de se faire cette petite mélange Ouais, histoire biologie, enfin je trouve histoire qu'on science s'est quoi, bien, bien sympa. bonne soirée tout le monde, passez un excellent week-end. Je te laisse le mot de la fin, moi j'ai fini. Bonne soirée. Bonne Ciao, soirée. ciao.